Yo les amis, j'espère que vous allez tous très bien, très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo, puisqu'effectivement on se retrouve bien rentré de vacances il y a quelques jours, décor actualisé en conséquence, on s'approche de la nouvelle saison, mais avant ça, je voulais vous préparer une seconde salve des vidéos qu'on avait faites il y a quelques jours, un club, un joueur. On a parlé de l'OL déjà, d'Arsenal, du Barça, du Real Madrid, du Bayern. Aujourd'hui on lance une seconde petite phase de vidéo et je vais essayer d'en faire le plus possible, il y a plein de clubs que j'ai envie de traiter, mais on lance cette seconde phase avec le Paris Saint-Germain, je vous rappelle le concept, on tente d'identifier un besoin prioritaire chez un club européen et un profil qui pourrait convenir à ce besoin, un joueur qui pourrait convenir à ce besoin. Aujourd'hui le PSG, alors forcément le mercato du PSG c'est un mercato de très haut rang déjà, Donnarumma, Hakimi, Ramos, Wijnaldum, bon disons que ça ressemble un peu à une fantaisie de supporters, un mode carrière peut-être, même de jeux vidéo, jouer en mode facile, mais non, c'est bel et bien la réalité de ce mois de juillet, et autant les vérités du terrain lui appartiennent au terrain, on sait qu'un joueur arrive jamais avec une garantie de performance, autant ce serait se voiler la face que de ne pas voir un groupe qui s'est très significativement renforcé et qui en plus compte pas s'arrêter là. À l'heure où je m'enregistre, sont encore évoquées d'autres pistes majeures, onéreuses, comme le cas Paul Pogba par exemple. Voilà, il reste encore un gros mois de transactions finalement, et on est réunis pour s'interroger sur la question suivante, si le PSG avait le droit à encore une cartouche supplémentaire et une seule, quelle zone est-ce qu'il faudrait renforcer et avec quel joueur ? Donc, on pourrait parler des attaquants, c'est sûr, Icardi est loin de donner satisfaction, Mbappé n'a pas encore prolongé, s'il part, il devra être remplacé, et bien sûr, dans le cas de son départ, on fera un épisode supplémentaire, évidemment. Il y a aussi la question des milieux de terrain, l'entrejeu ou l'arrivée de Paul Pogba ferait beaucoup de bien, c'est sûr, la perspective de passer du trio Gay, Herrera, Danilo Pereira, qu'on avait vu contre Manchester United en octobre dernier, première journée de groupe de Ligue des Champions, passer de ce trio à Pogba, Verratti ou Wijnaldum, bon, forcément, on dit beaucoup de choses quand on dit ça, mais pour moi le besoin le plus évident, il n'est pas nécessairement sur ces zones, si on avait le droit qu'à une seule cartouche, ce serait sûrement sur le poste de latéral gauche qu'il faudrait l'utiliser. Alors on connaît bien sûr l'importance des joueurs de côté venus de l'arrière, on l'a vu à nouveau sur cet Euro, avec les très gros tournois de Joachim Meile, de Luke Shaw, de Spinazzola, de Dumfries, entre autres, ils ont brillé. Mais même dans le foot de club, le Real Madrid de Dani Carvajal et de Marcelo, le Liverpool d'Alexander Arnold, de Robertson, le Bayern d'Alphonso Davies et Kimmich sur le Final 8 de 2019-2020, le Chelsea de Chilwell et Reece James, tous les clubs qui sont allés chercher la coupe aux grandes oreilles avaient des latéraux très bien fournis, des côtés défensifs très bien fournis, que ce soit dans le cadre d'une défense à 4 ou d'une défense à 3. Donc on sait que c'est un poste absolument prioritaire, et d'ailleurs le PSG l'a bien compris, le PSG qui a fait l'acquisition d'Hakimi il y a quelques semaines à peine, pour une somme comprise entre 60 et 70 millions d'euros, la leçon est comprise, retenue, mais à gauche, sur le flanc gauche du Paris Saint-Germain, il y a encore quelques doutes. Alors Bernat, qui était parmi les tout meilleurs contributeurs individuels du PSG sur la saison 2019-2020, a fortiori en Ligue des Champions, s'est blessé très gravement en début de saison dernière, enchaîné avec une saison vierge suite à sa rupture des ligaments croisés. À quel niveau est-ce qu'on le retrouvera cette année? C'est quand même un gros point d'interrogation, en sachant déjà que le risque de rechute est assez élevé avec ce genre de blessure, en général sur l'autre genou, phénomène de compensation, mais même on voit avec Bernat un joueur qui s'est régulièrement blessé, qui est historiquement assez fragile, et il a déjà 28 ans aussi, ce qui limite la projection potentielle que le PSG peut faire avec un Bernat sur son flanc gauche. Il va falloir le remplacer à un moment donné, donc pourquoi pas commencer à y réfléchir maintenant, surtout que derrière lui, Kurzawa n'est pas une solution optimale, pas une solution viable pour un prétendant à la Ligue des Champions, je pense qu'on peut dire les choses comme ça. Bakker a été vendu, Diallo, c'est tout simplement pas son poste. Donc un latéral gauche pour le PSG, un latéral gauche titulaire de très haut niveau, c'est pas du luxe. Maintenant la question c'est de savoir qui. Alors du coup pour les joueurs, j'ai réfléchi à plusieurs pistes, j'ai essayé d'avoir la vision la plus large possible pour pas rater de nom, mais avec un club de la nature du PSG, ce qui est intéressant aussi, c'est que le scouting, il n'a pas besoin d'être extrêmement poussé, on n'a pas besoin d'avoir un horizon aussi large pour véritablement renforcer un club de la nature du PSG. On peut regarder les 8, 10, 12 peut-être meilleurs latéraux gauche du monde, et c'est sans doute dans ce pool-là, dans cette réserve-là, qu'on va devoir les piocher. Donc c'est ce que j'ai fait, j'ai composé ma liste des 8-10 meilleurs latéraux gauche du monde, et j'ai rayé déjà ceux que leurs clubs ne laisseront pas partir, c'est sûr, Alphonso Davies, Andy Robertson, Ben Chilwell et Luke Shaw, je vois aucun de ces quatre quitter leur club cet été. Et j'ai rayé aussi ceux qui ont un petit peu plus d'âge et qui, malgré leur qualité évidente, on va dire, auront du mal à s'inscrire peut-être sur la durée, sur les 5 prochaines années avec le Paris Saint-Germain. Raphaël Guerreiro, Robin Gosens, c'est deux noms en plus que j'ai écartés qui figuraient pourtant assez haut dans ma liste des meilleurs latéraux gauche. Et j'ai aussi écarté une dernière piste qui est très prometteuse, ça c'est vraiment pas la question, mais on va dire avec un petit peu plus d'inconnu sur son adaptation à un club qui est top 4, top 5 européen, qui a enchaîné
après tout une finale de Ligue des Champions en 2020, une demi-finale en 2021, et donc le joueur que j'ai écarté, c'est Nuno Mendes du Sporting, 19 ans, qu'on va peut-être voir franchir une étape intermédiaire avant de rallier un club du standing du PSG. Bon, il y avait Manchester City qui était dessus, qui s'est finalement ravisé. On verra ce que ça donne pour Nuno Mendes, mais ça c'est les pistes que j'ai écartées pour le Paris Saint-Germain, et ça m'a laissé en gros avec deux noms. Le premier de ces noms, c'est Ferland Mendy. Alors, on connaît ses qualités de percussion, de création, c'est un latéral qui est très porté vers l'avant, qui aime occuper le demi-espace, qui porte beaucoup le ballon. C'est aussi un défenseur robuste, pas le meilleur on va dire, mais une bonne solution pour défendre ton flanc en transition grâce à sa pointe de vitesse, il protège ton dos. Et quelque chose qui me plaît beaucoup, c'est qu'il a un très bon pied droit. C'est vraiment super important, je pense, ça lui offre la possibilité déjà, comme on l'a dit, de repiquer demi-espace, de varier ses positions de centre, d'être un relais pour construire et remiser au cœur du jeu. On l'a vu récemment, l'importance des latéraux ou pistons en faux pied est énorme, on l'a vu sur l'Euro à l'image de Meileux, de Spinazzola, même un joueur comme Ashley Young se compter par exemple, c'est un super point, et il y a d'autres paramètres positifs. Déjà l'avantage de piocher du côté du Real Madrid, c'est que tu sais que tu t'offres un club qui a prouvé au plus haut niveau, qui est rompu aux joutes européennes, mais qui aussi connaît la pression médiatique sur sa version la plus extrême. L'autre avantage de piocher du côté du Real Madrid en ce moment, c'est aussi que le club me semble assez disposé à vendre. La situation économique sous-optimale, les départs de Ramos, de Varane vont dans ce sens, l'arrivée d'Alaba aussi, l'éclosion du petit Miguel Gutiérrez aussi. On peut estimer que c'est un deal qui conviendrait à peu près à toutes les parties, et à Ferland Mendy lui-même également. C'est après tout quelqu'un qui a passé 8 années de sa vie au Paris Saint-Germain, entre ses 9 et 17 ans, il a côtoyé Kimpembe, Coman, est originaire d'Île-de-France. Il y a beaucoup de points qui font de Ferland Mendy au Paris Saint-Germain une bonne option, une top option, mais peut-être une top seconde option, parce qu'il a déjà 26 ans, c'est un point important. Il a fini la saison dernière blessé et apparemment est toujours pas remis. Ça traîne un petit peu physiquement, ça c'est un peu inquiétant quand même. Et même si ses chiffres sont bons, ses chiffres sur la saison écoulée sont bons, ils sont quand même assez loin de ceux de mon option principale, qui est pas très originale, c'est celle qui revient le plus souvent en ce moment, mais parfois il n'y a pas besoin de faire compliqué. Ses chiffres sont assez loin quand même de ceux de Théo Hernandez. Alors, sur les derniers épisodes, on a pas mal utilisé les données de StatsBomb pour faire un comparatif des joueurs par rapport à leurs concurrents à leur poste sur l'année écoulée. Ça, c'est les stats de Mendy. Sur sa dernière année de compétition, par exemple, il est dans le 91e centile en nombre de dribbles réussis par 90 minutes, ça veut dire top 9% par rapport à tous les latéraux des 5 championnats majeurs, mais il est très bas sur les données défensives. Alors c'est aussi parce que le Real défend moins que la plupart des équipes des 5 championnats majeurs, donc moins d'opportunités pour lui de faire gonfler son nombre de duels aériens remportés par 90 minutes, par exemple, où il est 6e centile, c'est-à-dire que 94% des latéraux font mieux que lui. Mais quand on compare aux données de Théo Hernandez, c'est le jour et la nuit. Défensivement, Hernandez fait tout mieux. Il est un solide joueur dans le secteur aérien. Il fait après tout 6 cm de plus que Mendy, donc ça aide. Mais ses pressions, ses tacles, ses interceptions, ses blocs sont nettement plus hauts. Et sur le volet offensif, c'est peut-être encore plus flagrant. Top 5% des latéraux avec le plus de buts par 90 minutes. Et c'est un bon finisseur. On le voit à la tête de ses buts. Il a de vraies qualités dans la zone de vérité. Mais on le voit aussi dans les chiffres où il surperforme nettement ses expected goals. C'est un latéral qui crée énormément par le dribble, top 3% en progressive carries, mais aussi par la passe, 84e centile en progressive passeuse, quand Mendy est seulement 15e centile dans cette catégorie. La réalité, c'est que les données de Théo Hernandez, elles sont en fait beaucoup plus proches, pas de Ferland Mendy, mais de celles d'Hakimi. Et on peut imaginer que si c'est l'option qui a été privilégiée par le PSG à droite, logiquement, il faudrait un profil similaire à gauche. Théo a aussi l'avantage d'être plus jeune que Ferland, un peu plus de 2 ans d'écart, il va avoir 24 ans dans quelques jours, Mendy vient d'en avoir 26, et il n'est pas blessé actuellement. Donc forcément, tout ça a un prix. Aux dernières nouvelles, en plus, l'AC Milan n'est pas vendeur, ce qui est compréhensible, mais il y a un contrepoint important, c'est que ce mercato estival, de mon point de vue, est très différent des autres qu'on a connus pour l'instant. Alors, pour le Paris Saint-Germain, c'est une bonne nouvelle. Je pense que les difficultés économiques liées au Covid, la menace de la Super League qui est venue s'ajouter et qui a permis d'accentuer la proximité entre Nasser et l'UEFA, tout ça font que le fair play financier a été nettement réajusté, moi je dirais suspendu même, et je pense que si je devais me risquer un petit prono, ça pourrait durer un petit peu plus que cet été encore. Et en l'absence du fair play financier, donc, le PSG a les coups des franges, parce que le problème du PSG version QSI, ça n'a jamais été un problème économique, ça a toujours été un problème régulatoire, réglementaire. En l'absence du fair play financier, maintenant, le PSG peut mettre à contribution sa manne financière extraordinaire, sa surface quasiment illimitée, son financement qui ne connaît pas de fonds. Et s'il y a bien un moment, du coup, pour aller taper très fort, s'il y a bien un mercato à cibler pour réparer, on va dire, tous les problèmes de constitution d'effectifs du passé, pour te construire une équipe sur les 5 années qui viennent, bah c'est maintenant qu'il faut le faire, il faut profiter de ce flou réglementaire pour taper fort, et je crois qu'une bonne partie des mouvements qu'on a observés pour l'instant vont dans ce sens. Donc je pense qu'il y a un déséquilibre économique
dynamique qui est assez avérée entre l'AC Milan et le Paris Saint-Germain. Aujourd'hui, Hernandez gagne 1,5 million d'euros par saison. Apparemment, il y a une offre de prolongation qui est sur la table pour lui, autour de 4,5 millions d'euros par saison. Mais Hakimi au PSG, qui vient de signer, c'est 8 millions net. Dans ce contexte, même si ça va être difficile d'aller soutirer un club historique, nouvellement qualifié pour la Ligue des Champions, qui retrouve enfin la Ligue des Champions, même si ça va être difficile d'aller lui soutirer un de ses, sinon son meilleur élément de la saison passée, c'est quelque chose qu'il faut tenter, parce qu'il y a une vraie différence, je pense, entre le rendement de Théo Hernandez, entre ce que Théo Hernandez peut apporter aujourd'hui et sur la durée, par rapport à toutes les autres pistes que j'ai envisagées pour ce poste de latéral gauche. Il faut essayer. Donc dites-moi ce que vous en pensez. J'ai regardé beaucoup de latéraux gauche potentiels, mais finalement la meilleure piste, c'était la plus évidente, c'est celle dont on discute depuis plusieurs semaines maintenant. Est-ce que vous êtes convaincu par Théo Hernandez? Est-ce que dans le cas où ce serait impossible à faire, Ferland Mendy en deuxième option, ça vous irait? Dites-moi tout dans les commentaires. Mettez un petit pouce bleu aussi sur la vidéo si elle vous a plu, je vous encourage à le faire, c'est toujours une très bonne manière de m'aider. Et on se retrouve très vite pour un prochain épisode d'un club, un joueur. On va parler bientôt de la Juve, on va parler du Milan AC, on va parler de l'OM, mais aussi d'autres clubs. Je vais essayer d'en faire, comme je vous ai dit, le plus possible. Donc ça, c'est un petit peu le programme qui arrive dans les prochains jours. J'espère que ça vous plaît et que ça continuera à vous plaire. On se retrouve très vite pour la suite. D'ici là, comme d'habitude, passez une très bonne journée, une excellente soirée, prenez soin de vous et de vos proches, et on se dit à bientôt. Bisous.